Chers étudiants, bonjour. Dans cette série de vidéos, on va voir, on va étudier l'optique géométrique. On va voir les lois de l'optique géométrique. Donc, c'est quoi l'optique? C'est l'étude des phénomènes lumineux, c'est-à-dire de ceux qui sont perçus par l'œil. On va commencer par voir quelques définitions. On va commencer donc par dire que en optique géométrique, on ne considère que des milieux transparents, homogènes et isotropes. Ça veut dire quoi, transparent? Transparent, c'est un milieu qui laisse passer de la lumière. Le contraire de transparent, c'est opaque. Il ne laisse pas passer la lumière. Un milieu homogène, c'est un milieu dont toutes les parties sont identiques. Un milieu isotrope est un milieu doué des mêmes propriétés dans toutes les directions. En particulier, ce qui nous intéresse, c'est que la vitesse de propagation ne doit pas dépendre de la direction. Comme exemple des milieux homogènes et isotropes, on peut citer le vide, les liquides, les gaz et notamment l'air atmosphérique. Un bloc de verre n'est homogène et isotrope que si on a pris quelques précautions, c'est-à-dire bien agiter le mélange fondu et laisser refroidir très lentement. Un cristal est un milieu homogène mais non isotrope. C'est quoi un système optique? Un système optique est un ensemble des milieux transparents séparés par des surfaces planes ou sphériques. On peut citer comme système optique les lentilles, le miroir, les dioptres, dioptres plans et sphériques, le microscope, la loupe, etc. Un point lumineux, c'est quoi? Un point lumineux est un objet lumineux dont on néglige les dimensions. C'est tout. C'est-à-dire qu'on peut assimiler à un point géométrique. Un rayon lumineux, c'est quoi? C'est une droite suivant laquelle se propage la lumière. Une source, si je considère le point M comme étant une source de lumière, donc la lumière, elle est issue du point M, elle va se propager suivant le point A, puis suivant le point B. Donc, la droite MAB est un rayon lumineux, shu'a dawi. La flèche représente le sens de propagation de la lumière. Dans notre cas, la lumière se propage de gauche à droite. D'accord? Donc, je ne peux pas représenter un rayon lumineux sans flèche. Un ensemble de rayons lumineux me constitue un faisceau. Donc, un faisceau convergent, donc un faisceau qui converge vers un point. Un faisceau divergent, donc il sort à partir d'un point, il va diverger. Et un faisceau parallèle, comme on le voit ici. Les objets sont des corps que l'on rencontre dans la nature. Lorsqu'ils sont éclairés, ils réfléchissent en général une partie de la lumière. Un objet se comporte donc comme une source de lumière. La lumière qu'il réfléchit se propage dans toutes les directions. Donc un objet lui-même, il peut être source de lumière, et ceci en réfléchissant une partie de la lumière qu'il reçoit. Un point objet, c'est quoi? C'est l'intersection des rayons divergents, ou là des rayons qui entrent vers le système optique. Et ça, c'est à apprendre par cœur. Donc la définition d'un point objet, c'est l'intersection des rayons qui entrent vers le système optique. Un point image, c'est quoi? C'est l'intersection des rayons qui sortent du système optique. Un couple de points conjugués, c'est un ensemble de deux points, objet et image. Donc un ensemble de deux points, objet et image, on les appelle points conjugués. La formule de conjugaison, c'est quoi? Eh bien, la formule de conjugaison d'un système optique, ce n'est rien d'autre que la relation mathématique qui relie la position de A avec celle de A'. C'est bien sûr si A' est l'image de A. On vous le dit ici, la formule de conjugaison d'un système optique. Donc, lorsqu'un système donne d'un point objet A une image A', on dit que A' est le conjugué de A. Comme on l'a vu ici, A et A' sont des points conjugués. La formule de conjugaison, c'est la relation mathématique qui va relier la position de A avec celle de A'. Donc, si j'ai un objet A, son image est A' à travers le système optique, à travers un système optique. Donc, la position de A et de A' sont reliées par ce qu'on appelle la formule de conjugaison. On va voir maintenant le principe de propagation rectiligne de la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il dit le principe? Il dit que la lumière se propage en ligne droite dans le vide et dans tout milieu transparent, homogène et isotrope. La vitesse de propagation ou la célérité dépend du milieu.
elle est déterminée expérimentalement et notée C. Donc, C est égal à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Là, je vous ai donné la valeur exacte de C. Mais dans notre cas, on va toujours la prendre égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, on vous dit que la vitesse de propagation dépend du milieu. Oui, dans tous les autres milieux matériels, elle est plus petite. Par exemple, dans l'eau, elle vaut 2,25 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, la vitesse de propagation de la lumière dépend du milieu. Elle diffère d'un milieu à un autre. On va voir maintenant la définition d'objet réel. Pour un système optique S quelconque, un point A est un objet réel quand les rayons lumineux que reçoit le système viennent tous du point A. On a déjà vu la définition d'un point objet. On a appelé un point objet, c'est l'intersection des rayons qui entrent vers le système optique. Donc, on a des rayons qui entrent vers le système optique, ça veut dire que A est un point objet. Maintenant, puisque ces rayons-là qui entrent vers le système optique viennent tous du point A, ça veut dire que A est un objet réel. On va voir maintenant la définition d'image réelle. On vous dit que le système donne de A une image A' réelle quand les rayons lumineux qui sortent du système convergent tous du point A'. Cette image peut être reçue sur un écran. Donc, on a déjà vu que pour avoir une image, il faut que les rayons sortent du système. Donc, on a bien des rayons qui sortent du système. Cela veut dire que A' est une image. Maintenant, puisque ces rayons-là convergent vers un point A', ça veut dire que l'image, elle est réelle. On va voir maintenant la définition d'objet virtuel. Donc, l'objet est virtuel quand les rayons lumineux iraient converger en A si le système ne les interceptait. Donc, là, comme on a vu, donc, ça, c'est des rayons qui entrent vers le système optique. Ça veut dire qu'il s'agit d'un point objet, A. Donc, A, c'est un objet. Mais on voit bien que ces rayons-là ne viennent pas d'un point A, ne viennent pas d'un point A. Là, les rayons, ils sont divergents, d'accord? Donc, par contre, ces rayons-là, ils vont se rencontrer en un point, d'accord? Si le système n'était pas là. Donc, si je fais la prolongation de ces rayons, on voit qu'ils se rencontrent au point A. Donc, le point A est considéré comme objet virtuel. Donc, par convention, les rayons virtuels sont représentés par des pointillés. Donc, dès que je vois des pointillés comme ça, je dirais qu'il s'agit d'une virtualité, c'est-à-dire objet virtuel ou la image virtuelle. L'image virtuelle, donc la définition, c'est quoi? On vous dit que l'image A' est virtuelle quand les rayons lumineux qui sortent du système, et ça on le sait, puisque les rayons qui déterminent l'image doivent être sortants, donc sortent du système, semblent tous venir de A'. D'accord? Comme on le voit ici, donc les rayons qui sortent du système, qui me déterminent l'image, ces rayons-là ne vont pas converger vers un point, mais ils semblent tous venir d'un point A'. Ce point-là, on l'appelle l'image virtuelle. On vous dit que l'œil qui reçoit ces rayons voit en A' l'image de A. On va prendre maintenant un petit exemple pour illustrer ces définitions. Donc, on a pris, donc, pour commencer, dans la configuration A, le point A, donc dans l'exercice, on vous dit, c'est l'exercice numéro 1 de la série. Donc, on vous dit que déterminer la nature des points A et B. Est-ce que c'est des objets, est-ce que c'est des images et est-ce qu'ils sont réels ou virtuels. Donc, pour commencer, on va dire que A est un objet réel. Pourquoi? Parce que les rayons qui entrent, on a des rayons qui entrent vers le système. Donc, il s'agit bien d'un objet, voilà. Et puisque ces rayons-là viennent du point A, ça veut dire qu'il s'agit d'un objet réel. Maintenant, pour le point B, regardez, on a des rayons qui sortent du système. Donc, si des rayons sortent du système, ça veut dire que le point B est une image. Maintenant, ces rayons-là convergent au point B, donc il s'agit d'une image réelle. Maintenant, pour la deuxième configuration, on remarque que pour le point B, regardez, on a des rayons qui entrent vers le système optique. Donc, il s'agit d'un point objet. Maintenant, ces rayons-là, ils viennent
réellement du point B. Donc, il s'agit, pardon, là, j'ai commencé par le A. Donc, il s'agit d'un objet réel. Voilà. Par contre, pour le point A, il s'agit, regardez, des rayons qui sortent du système. Donc, il s'agit bien d'une image. Ces rayons-là ne vont pas converger vers un point, mais ils semblent tous venir d'un point A. Donc, A est une image virtuelle. Donc, pour la troisième configuration, regardez là aussi, on a des rayons qui entrent vers le système. Ça veut dire qu'il s'agit d'un point objet. Donc A, c'est bien un objet, un point objet. Maintenant, ces rayons-là ne viennent pas tous d'un point A, mais ils semblent venir d'un point A si le système les interceptait. C'est la prolongation de ces rayons-là qui vient du point A, qui vont se rencontrer au point A plutôt. Donc, il s'agit d'un objet virtuel. Donc, là, pour le point B, B il est identique à ce point-là. Donc, il s'agit bien d'une image réelle. Pour la configuration, la quatrième configuration, alors le point A, je crois que vous l'avez deviné, A, il s'agit donc des rayons qui sortent du système. Ça veut dire que il s'agit bien d'une image. Bon, j'ai commencé par le B. Donc pour le B, il s'agit donc des rayons qui entrent vers le système. Donc il s'agit bien d'un objet. Puisque ces rayons-là viennent d'un point B, donc il s'agit d'un objet réel. Par contre, pour le A, il s'agit des rayons sortant du système, donc il s'agit bien d'une image. Ces rayons vont converger vers un point, donc il s'agit d'une image réelle. Pour la configuration petit e, A, c'est la même configuration que celle-là, donc c'est le même commentaire. Donc il s'agit bien d'un objet réel. Et là, donc, il s'agit des rayons sortant du système. Ces rayons-là semblent provenir d'un point B. Donc, il s'agit d'une image virtuelle. Là, la même chose. Donc, le petit A, c'est la même configuration qu'on trouve ici. Donc, il s'agit d'un objet virtuel. Et là, donc, pour le petit B, il s'agit de la même configuration qu'on voit ici. Donc, il s'agit bien d'une image virtuelle. Voilà. Donc, on passe maintenant à une autre définition qui est le stigmatisme d'un système. Ça veut dire quoi un système rigoureusement stigmatique? Donc, un système est dit rigoureusement stigmatique s'il donne une seule image ponctuelle d'un objet ponctuel. D'accord? Donc, on a un point objet A, on a un système optique qu'on voit ici. On a l'image de A à travers le système optique. Elle est là sous forme d'un seul point après. On vous dit, ceci se réalise lorsque tous les rayons lumineux issus de A passent par A', ce qui est observé dans le cas de cette image, ou là dans le cas de cette image qui correspond à une image réelle, correspondant à un objet réel. Donc, là, si l'image d'un point objet, donc on a un point objet A, si son image est un point, ça veut dire que le système est dit rigoureusement stigmatique. D'accord? Si l'image n'est pas un point, il y a donc astigmatisme lorsque cette condition n'est pas du tout réalisée. Le système est dit astigmatique. Quand est-ce que le système est dit astigmatique? Lorsque l'image d'un point n'est pas un point, mais un nuage de points, un ensemble de points. Dans ce cas-là, le système présente un stigmatisme approché. D'accord? Et c'est ce qu'on a noté ici. On vous dit un système présente un stigmatisme approché pour un couple de points conjugués A et A', c'est tous les rayons issus de A passent au voisinage de A' après avoir traversé le système optique. Donc, ces rayons, ces rayons divergents, ils vont passer au voisinage de A'. Donc là, on a un nuage de points au lieu d'avoir un seul point. Et dans ce cas-là, on dit que le système présente un stigmatisme approché. On vous parle ici des conditions de Gauss. On vous dit qu'un système optique est utilisé dans les conditions de Gauss s'il n'est traversé que par des rayons proches de l'axe optique. Donc des rayons qui ne sont pas très éloignés de l'axe optique. Donc l'axe optique, c'est celui-là. Même si je ne l'ai pas défini auparavant, mais l'axe optique, c'est celui-là. C'est ce trait-là, horizontal. Voilà. Donc on en parlera plus tard pour les conditions de Gauss. On va voir maintenant le principe du retour inverse de la lumière. Donc, le rayon
incident SI, regardez dans la figure, le rayon incident SI se réfléchit suivant IR. Si on considère un rayon RI, regardez, se propageant en sens inverse du précédent, il va se réfléchir exactement conformément aux lois de la réflexion suivant IS. D'accord? Si je considère un rayon qui se propage suivant RI, il va se réfléchir suivant IS. Donc, ceci démontre le principe du retour inverse de la lumière qui est donc le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens dans lequel elle se propage. D'accord? Le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens dans lequel elle se propage. On va voir maintenant les lois de la réflexion et de la réfraction. Donc, un rayon lumineux est réfléchi par une surface lorsqu'il est renvoyé par celle-ci dans une direction déterminée, comme on l'a vu dans la diapo précédente. Si on fait tomber maintenant un pinceau de rayon lumineux sur une surface d'eau horizontale, comme on le voit ici, on a un faisceau, un rayon incident qui arrive sur une surface d'eau. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va constater deux faits. C'est quoi? La plus grande partie de la lumière pénètre dans l'eau en changeant de direction. On dit qu'elle est réfractée, comme on le voit ici. Donc, une grande partie de ce rayon-là, elle va pénétrer dans l'eau en changeant de direction. Parce que la direction du rayon incident, regardez, elle était comme ça. Voilà. S'il n'avait pas changé de direction, il aurait fait ça. D'accord? Maintenant, regardez, il a changé de direction. Donc, on dit que la lumière est réfractée. Une petite partie de la lumière se réfléchit sur la surface de l'eau. Voilà, une petite partie se réfléchit sur la surface de l'eau. Donc, ce phénomène par lequel la lumière change de direction lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre s'appelle la réfraction. L'hiya l'inkisar. Donc, la réfraction s'accompagne toujours de réflexion sur la surface de séparation des deux milieux. Donc là, on a le rayon réfracté, d'accord? Et là, on a le rayon réfléchi. On va voir maintenant les lois de la réflexion. Donc, le rayon réfléchi est complètement déterminé par les deux lois suivantes. Le rayon donc réfléchi est dans le plan d'incidence. Donc, comme on le voit ici, le rayon réfléchi est dans le plan de l'écran, dans le plan de la feuille. Et l'angle de réflexion R est égal à l'angle d'incidence I. Donc, l'angle d'incidence I, c'est celui-là. Donc, pour trouver plutôt l'angle d'incidence, il faut donc, lorsqu'on a un rayon incident, celui-là, donc c'est le rayon incident, il arrive sur la surface sur l'axe optique, il rencontre l'axe optique au point I. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la normale en ce point-là. Je trace la normale est l'amoudi. Donc, celui qui fait pi sur 2, un angle zawiya qa'ima. Là, je trace zawiya qa'ima, un angle de pi sur 2. Donc, avec l'axe horizontal. Après, je vais calculer cet angle I. Après, je vais tracer un rayon là, d'accord, avec le même angle R. Donc, R est égal à I, d'accord? Donc, je vais tracer donc, un rayon R, le rayon réfléchi, c'est le rayon réfléchi, d'accord? Voilà, avec un angle R qui est égal à I. On va voir maintenant les lois de la réfraction et qui sont les lois de Snell-Descartes. Donc, ces lois déterminent la direction du rayon réfracté correspondant à un rayon incident donné. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une surface, on a sigma. Donc, on a une surface sigma, comme vous le voyez ici, une surface sigma séparant deux milieux A et B, transparents, homogènes et isotropes, comme on le voit sur la figure. Donc, le rayon incident MI, qui se propage dans le milieu A, donc, rencontre la surface sigma au point I. Donc, ce point, ce rayon-là, il est complètement déterminé donc par le plan d'incidence P, qui est le plan de la feuille. Il est sur le plan de la feuille.
donc définie par MI et la normale IN, d'accord? Et par l'angle d'incidence IA. Cet angle d'incidence que fait le rayon incident avec la normale. Toujours l'angle d'incidence, c'est l'angle que fait le rayon incident avec la normale. Donc la normale est la droite perpendiculaire au dioptre au point d'incidence. Ça, on le sait déjà. Dans le milieu B, qu'est-ce qui se passe? Le rayon réfracté, comme on le voit, IR, fait donc avec la normale un angle IB. D'accord? Un angle IB. On peut alors énoncer les lois de Snell-Descartes qui sont donc la première loi, le rayon réfracté est dans le plan d'incidence. Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence. Donc le rayon incident et le rayon réfracté, ils sont tous deux dans le plan d'incidence P, qui est le plan de la feuille, qui est, dans notre cas, c'est l'écran. Donc, la deuxième loi, il y a un rapport constant entre les sinus des angles d'incidence et de réfraction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sinus IA sur sinus IB est égal à une constante. Ça, on l'a déterminé expérimentalement. À chaque fois qu'on change IA, le IB va يتبدل bien sûr, mais le sinus IA sur sinus IB reste constant. On va voir maintenant les indices de réfraction. Les théories de la lumière établissent que le changement de la direction de propagation de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre est lié à une variation de la vitesse de propagation. Donc le rapport des sinus des angles d'incidence et de réfraction est égal au rapport des vitesses de la lumière VA et VB, bien sûr, dans les deux milieux, dans le milieu A et le milieu B. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sinus IA sur sinus IB, la relation qu'on a vue tout à l'heure, est égale à VA sur VB. Or, on vous dit que dans le vide, la lumière a une vitesse de propagation dont la valeur approchée est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans un milieu transparent, la vitesse V est plus petite que C. Ça, on le sait déjà. Du point de vue optique, il est commode de caractériser un milieu par son indice de réfraction N. Maintenant, il est يستحسن باش on représente un milieu par son indice N défini comme étant le rapport de la célérité de la lumière dans le vide par la vitesse dans ce milieu. Donc N est égal à C sur V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel milieu, je peux le représenter par son indice N, suivant la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu. Ce nombre N est souvent appelé indice absolu du milieu ou l'indice de réfraction. Bien sûr, cette expression est à apprendre par cœur. D'accord? Et comme on le voit ici, donc l'indice N n'a pas d'unité, puisque c'est le rapport des vitesses. D'accord? Et je peux aussi comprendre pourquoi l'indice du vide est égal à 1, du moment que N est égal à C sur V. Dans le vide, V est égal à C, donc on aura C sur C qui est égal à 1. D'accord? Et dans tous les autres milieux, l'indice N, il est plus grand que 1. Pourquoi? Parce que dans tous les autres milieux, la vitesse V est plus petite que C. Donc C divisé par V, on aura un rapport qui est supérieur à 1. On vous a donc montré dans ce tableau quelques valeurs des indices de réfraction pour quelques milieux, comme vous le voyez ici. D'accord? On vous dit alors, lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu A vers un milieu B, qu'est-ce qui se passe? Si A est moins réfringent que B, le rayon s'éloigne de la normale. S'il est plus réfringent que B, il s'approche de la normale. Ça veut dire quoi réfringent? On vous dit qu'une substance ou un milieu qui est d'autant plus réfringente que son indice est plus grand. Maintenant, plus le N il est grand, plus le milieu il est réfringent et plus le rayon HADA il s'approche de la normale. Lorsque N du milieu est plus petit, ça veut dire que le milieu est moins réfringent et donc le rayon s'éloigne de la normale. D'accord? Donc, on vous dit que le corps le plus réfringent, c'est le diamant, puisque son indice varie entre 2,41,7, enfin 417 à 419. On fait aussi quelques comparaisons, comme par exemple, l'air atmosphérique est un milieu très légèrement réfringent.
l'eau et le verre sont plus réfringents que l'air. L'eau est moins réfringente que le verre, puisque N de l'eau est inférieur à N du verre. Dans le vide, toutes les lumières monochromatiques ont la même célérité. Ça veut dire quoi une lumière monochromatique? C'est une lumière à une seule longueur d'onde, donc une seule couleur. Par exemple, le vert, le bleu, le rouge, l'orange, etc. Vous savez que les lumières, c'est des ondes. Des ondes, donc, elles ont une longueur d'onde lambda. L'indice de réfraction N dépend de la longueur d'onde lambda, de la radiation qui la traverse. Maintenant, chaque couleur a une longueur d'onde lambda et chaque couleur a donc un indice N qui dépend donc de lambda. Il est donc donné par la relation de Cauchy qui est égale à A plus B sur lambda carré plus C sur lambda 4. A, B et C sont des constantes qui dépendent du milieu matériel considéré. On va voir maintenant la formule de Descartes. On va essayer de la démontrer. Donc, si on introduit des indices des deux milieux, comme on le sait, N est égal à C sur V. Donc, pour un milieu A, NA est égal à C sur VA et NB est égal à C sur VB. Donc, la formule précédente qu'on a vue, qu'est-ce qu'elle devient en fonction de VA et VB? Je vais remplacer VA par quoi? Par C sur NA et VB par C sur NB. Donc, j'aurai sinus IA sur sinus IB est égal à ceci. La seconde loi de la réfraction se traduit donc par la formule. Si je fais donc NA fois sinus IA qui est égal à NB fois sinus IB. Je trouve donc cette relation. Dans le cas particulier, on vous dit où les angles d'incidence et de réfraction sont assez petits, vous savez que je peux remplacer, si les angles sont assez petits, IA et IB, je peux remplacer sinus IA par IA carrément et sinus IB par IB. Donc, NA IA est égal à NB IB. Ça, c'est dans un cas particulier. On va voir maintenant la réfraction limite et la réflexion totale. On considère que la lumière passe d'un milieu d'indice N1 dans un milieu d'indice N2 suivant que N1 est plus petit ou encore plus grand que N2. Pour simplifier, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer l'air d'indice 1 et un milieu plus réfringent qui est le verre ou l'eau d'indice N. D'accord? On considère un bloc de plexiglas, comme vous le voyez ici, un bloc de plexiglas sous forme d'un demi-cylindre, comme vous le voyez, donc gradué. Gradué, pourquoi? Gradué, donc la graduation, elle est là, gradué. Pourquoi gradué? Pour pouvoir calculer les angles. On fait tomber donc le pinceau lumineux SI, donc on a un pinceau lumineux ou un rayon lumineux SI, sur la surface plane sous une incidence assez faible, environ 20 degrés. D'accord? La plus grande partie de la lumière se réfracte, comme on l'a vu tout à l'heure, et pénètre dans le plexiglas. Mais on vous dit il y a aussi un pinceau réfléchi, IS', et ça on le sait déjà, très faiblement lumineux. Ça, on l'a vu déjà dans la figure de l'eau. Sa direction est déterminée par les lois de la réflexion. Donc le IS', sa direction est déterminée par les lois de la réflexion, qui est donc cet angle-là est égal à I, et ce rayon-là, le IR, c'est l'angle réfracté. Sa direction est déterminée par la relation de réfraction qui est donc 1 sinus I est égal à N sinus R. On va revenir à cette diapo pour définir ce que c'est que la déviation. Regardez, le rayon SI, le rayon incident SI, il est là. S'il n'y avait pas le plexiglas, s'il n'y avait pas le dioptre, qu'est-ce qu'il aurait fait le rayon incident? Il aurait continué son chemin comme ça. Il aurait continué son chemin comme ça. Maintenant, puisqu'il y a le plexiglas, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le rayon, eh bien, il a subi une déviation. D'accord? Il est dévié. C'est pour ça que la déviation, c'est cet angle-là. La déviation, c'est cet angle-là. Or, donc, pour calculer la déviation, je sais que, alors, la droite, la normale et cette droite-là, voilà. Donc, je sais qu'à partir de là, l'angle NIS et l'angle N'I, celui-là, voilà, celui-là qui n'est pas noté. Donc, ça, c'est des angles égaux, d'accord? Parce qu'ils ont la même tête.
متقابلين بالرأس. Donc l'angle I est égal à quoi? C'est égal à R plus D. De là, je peux trouver l'angle L pour n'importe quelle substance, pour n'importe quel milieu d'indice N. Donc, on a représenté dans ce tableau les valeurs des angles limites pour quelques milieux. Donc, voici les valeurs qu'on trouve. Bien sûr, ces milieux sont placés, bien sûr, dans l'air. D'accord? Donc, l'eau avec l'air, je trouve un angle limite de 89 degrés. Le verre, qui est le plexiglas, je trouve un angle un angle limite 42 degrés et le diamant de 25 degrés. Voici donc pour cette première partie de l'optique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite bon courage pour la suite.